Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, cette édition d'Afrique, nous essayons de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur le continent africain, notamment dans le domaine de l'économie et dans le domaine de la politique. Aujourd'hui, nous allons bien sûr vous proposer un sujet très important. Pourquoi l'Égypte est devenue pour la deuxième année consécutive la destination numéro 1, la première destination d'investissement au niveau africain. Donc, ça sera bien sûr notre sujet à discuter pendant les derniers jours. Et comment ça, quand même, va faire une sorte de promotion pour les investissements étrangers au niveau de notre continent africain. Mais justement, très rapidement, on trouve que de plus en plus, il y a une sorte de relation étroite entre l'Égypte et le Soudan du Sud. Et à cet égard, on trouve que dans une allocution prononcée au nom du gouvernement de Soudan du Sud, lors d'une réception organisée par l'ambassade égyptienne à Juba à l'occasion du 72e anniversaire de la glorieuse révolution de juillet, Monsieur le ministre des Affaires humanitaires du Soudan du Sud, Albino Akol Atak, a salué le rôle pionnier de l'Égypte en Afrique, mais aussi a salué les relations solides reliant les directions des deux pays. Les explications avec Marwa Arafa Cheboussela. Du Soudan du Sud, Albino Akol Atak a salué le rôle pionnier de l'Égypte en Afrique. Dans une allocution prononcée au nom du gouvernement de son pays lors d'une réception organisée par l'ambassade égyptienne à Juba à l'occasion du 72e anniversaire de la glorieuse révolution de juillet, M. Atak a salué les relations solides entre les directions des deux pays qui se reflètent dans le soutien que l'Égypte apporte à ses frères du Sud-Soudan dans les domaines de l'éducation, de la santé, des ressources en eau et de l'irrigation. Pour sa part, l'ambassadeur Mu'taz Mustafa Abdelkader, ambassadeur d'Égypte au Sud-Soudan, a remercié l'assistance pour sa présence, ajoutant que la glorieuse révolution de juillet représentait un tournant dans l'histoire moderne de l'Égypte en vue de réaliser la justice sociale. Dans son allocution de circonstance, l'ambassadeur Abdelkader a passé en revue les domaines de coopération bilatérale entre l'Égypte et le Sud-Soudan dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Selon le CNUSED, l'Égypte est la première destination d'investissement en Afrique pour la deuxième année consécutive. Avec plus d'explications, on trouve que le centre médiatique du Conseil des ministres a publié un rapport concernant des infographies soulignant ce qui était indiqué dans le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED, selon lequel l'Égypte est la première destination d'investissement en Afrique pour la deuxième année consécutive, et ça malgré les défis et les crises économiques et les crises mondiales. Donc le rapport examine également les commentaires les plus importants du rapport de la CNUSED sur les investissements en Égypte, et puisque le pourcentage des investissements directs étrangers en Égypte a atteint 18,6% du total des investissements en Afrique, s'élevant à 52,6 milliards de dollars en 2023. Le rapport indique également que la zone économique du canal de Suez a conclu des accords sur des projets d'ammoniac, d'hydrogène et d'hydrogène vert d'une valeur de 10,8 milliards de dollars, tandis qu'un groupe d'investissement a annoncé un nouvel accord pour produire l'hydrogène vert en Égypte d'une valeur de 4 milliards de dollars. Donc on va avoir plus d'explications, plus d'éclaircissements en ce qui concerne ce sujet très important à travers l'intervention téléphonique de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Antenne internationale, Monsieur Raouf Gaafar, expert économique et politique. Monsieur Raouf Gaafar, tout d'abord, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et permettez-moi de vous poser cette question. Pourquoi l'Égypte a pu, pour la deuxième année consécutive, occuper la première destination des investissements au niveau africain? Nous sommes préparés. Et nous avons fait un grand effort pour nous préparer sur le plan infrastructure, sur le plan tout ce qu'il faut pour les investisseurs. On a changé un peu les législations pour faciliter les choses pour les investisseurs. Ouais.
nous sommes une oasis de paix et de sécurité au milieu d'un voisinage terrible, plein de crises et plein de problèmes. Ouais. Donc nous représentons une possibilité assez attirante aux investisseurs de venir et placer leur investissement, surtout en ce qui concerne le marché égyptien et le marché africain, et peut-être encore le marché est-européen. Donc c'est pour ça que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons préparé des zones, vous avez mentionné la zone économique du canal de Suez. Ouais. Elle a été conçue avec excellence, elle est équipée avec tout ce qu'il faut. Donc il ne manque à l'investisseur que de venir et commencer son projet. C'est pour ça que nous attirons assez d'investissements et nous aspirons à ce que le futur très prochain va attirer encore plus d'investissements. Ouais. J'aimerais écouter votre commentaire également en ce qui concerne ce qui a été souligné par ce rapport de la SUNICED qui a indiqué les efforts déployés par l'Égypte pour améliorer l'environnement d'investissement, l'environnement des affaires d'investissement, à travers des réformes législatives et institutionnelles, mais aussi à travers l'élaboration de politiques financières et monétaires. Et également, on trouve qu'il y a de plus en plus une sorte de renforcement du rôle du secteur privé, que ce soit de la part de l'étranger ou de la part du secteur national. Donc, j'aimerais encore une fois écouter votre commentaire aussi concernant ces remarques. Bon, le gouvernement ne peut pas faire tout, ne va pas faire tout, ne doit pas faire tout. Le gouvernement, il pave le chemin, il présente un environnement sain pour les investissements sur le plan infrastructure, sur le plan législation, comme vous l'avez dit. Et puis, c'est le tour du secteur privé de jouer le rôle dans le développement. Le président a dit à plusieurs reprises que le secteur privé doit représenter un 70-75% des investissements sur le plan économique. Donc, développement, ça dépend sur le secteur privé, en plus de les trois quarts. Et c'est justement ce que maintenant on fait. Et à mon opinion, les investisseurs sont plus à l'aise de traiter avec des parties de la même nature, c'est-à-dire le secteur privé, parce que ça rend les choses un peu plus faciles, et c'est le tour du gouvernement de justement faciliter, comme vous l'avez dit, toutes les règlements, toutes les routines, etc., pour que les investisseurs peuvent commencer immédiatement avec tout le support du gouvernement. Ouais. Vous venez de mentionner le canal de Suez, mais à quel point vous trouvez que l'économie égyptienne a une fois de plus prouvé qu'elle était ou qu'elle est quand même et qu'elle reste quand même une économie résiliente et flexible face aux chocs internationaux et régionaux. Comme vous savez, il y a toujours des menaces au sein de la Méditerranée, des menaces au sein de la mer Rouge. Donc avec ça, on trouve que les Européens s'affluent de plus en plus vers l'investissement ici en Égypte. Donc comment ça représente une sorte de confiance, une sorte de résilience pour l'économie égyptienne? Et je pose cette question parce que aujourd'hui matin, Monsieur le ministre du Transport Kamel Ouazir a rencontré l'ambassadeur de France ici en Égypte, Monsieur Eric Chevalier, pour discuter de comment, si je peux dire, localiser les compagnies internationales, notamment les compagnies françaises, dans la zone de canal de Suez ou quand même dans les secteurs de l'automobile. Absolument. C'est-à-dire, nous parlons de deux différents domaines au chemin. Préparation des zones économiques, que ce soit du canal de Suez, à cause de l'endroit, le placement, etc., ou ailleurs. Donc, pour le canal de Suez, il y a des zones
complètement préparé. Il y a des pays, justement, qui ont commencé leur compagnie, leur investissement, et ça continue. D'autre part, nous nous dirigeons vers la production locale, industrielle, parce que c'est le seul moyen d'améliorer l'économie et de se développer, c'est de fabriquer ici tous les besoins. Premièrement, pour satisfaire nos besoins locaux. Ouais. Second, pour couvrir les marchés africains, régionaux et peut-être européens et ailleurs. Ouais. Avec une technologie et une coopération qui viennent des pays qui ont ces outils. Et il n'y a pas mieux que l'Europe qui peut nous fournir un savoir-faire, une technologie. Et donc on localise, comme vous l'avez dit, beaucoup d'industries, notamment l'industrie automotive. Et je pense, à mon opinion... Automobile, installer les industries automobiles ici en Égypte. Absolument. Ah. Et je pense que ça c'est une des industries qui peut être excellente en Égypte. Il y a beaucoup d'autres. Justement, il y a quelques jours, on a signé beaucoup d'accords avec l'Union européenne. La France étant une des économies, sinon une des plus grandes économies de la zone européenne, c'est normal avec les relations qu'on a et avec la France, que la France soit la locomotive du développement en provenance de l'Europe. À quel point vous trouvez que l'Égypte est un partenaire fiable économiquement parlant, mais aussi du point de vue énergie? Je parle de l'Europe, à l'égard de l'Europe, parce que, par exemple, on trouve qu'il y a de plus en plus des projets très prometteurs au niveau des industries de la production d'ammoniac et d'hydrogène vert. Et ces domaines des énergies renouvelables attirent beaucoup les investissements étrangers, notamment européens. Et comme vous savez, l'Europe est frappée par une crise géostratégique, mais aussi par une crise énergétique. Absolument. Maintenant, le monde se dirige vers l'énergie propre, énergie renouvelable. L'émission des carburants devient un danger vraiment sérieux pour tout le monde. L'Égypte a ôté le COP27 il y a 2 ans. Nous avons une responsabilité, justement, de nous transformer vers l'énergie propre, renouvelable. Et nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons signé des accords pour la production, comme vous l'avez dit, d'hydrogène vert, de nitrogène vert, de l'ammoniac, etc. Et ce sont les partenaires européens, justement, qui ont recours à nous dans ces domaines pour satisfaire leurs besoins. L'Europe a des problèmes avec l'énergie. Ce sont eux la cause la plus grande des émissions de carburant et du changement climatique. Donc, c'est une sorte de responsabilité qu'ils investissent dans ces domaines pour profiter, eux et nous, de l'énergie renouvelable. Oui, monsieur Raouf Gaffar, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce sujet. Et très rapidement, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr vous proposer un autre reportage concernant les relations entre la Tunisie et le Brésil. Les explications tout de suite. Sur invitation de son homologue brésilien, le chef de la diplomatie tunisienne, Nabil Ammar, a effectué du 11 au 13 juillet une visite officielle de travail au Brésil. Cette visite a permis de signer un mémorandum d'entente portant sur la coopération diplomatique entre les deux ministères. C'est ce qu'a indiqué le service de communication du ministre tunisien. Par ailleurs, le chef de la diplomatie tunisienne a inauguré le bureau commercial et consulaire tunisien à Sao Paulo. M. Ammar a été accompagné par une délégation de responsables représentants des organismes tunisiens opérant dans les domaines de médicaments, du phosphate et de la douane, en plus d'une délégation d'hommes d'affaires et d'opérateurs économiques dans différents secteurs, conduite par le président de l'UTICA, centrale patronale, selon la même source.
Cette visite était l'occasion pour tenir une séance de travail avec le ministre brésilien des Relations extérieures en vue de discuter de l'état et des perspectives des relations de coopération entre les deux pays dans les différents secteurs et des moyens de les développer davantage, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun. C'est ce qu'a ajouté le service de communication. Lors de cette visite, M. Ammar a présidé les travaux du forum économique organisé par la Chambre de commerce arabo-brésilienne en coopération avec le Conseil d'affaires tuniso-brésilien. Donc avec ce dernier reportage, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.